Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Cardio Online. Nous sommes ce matin en présence d'Atul Pathak et Johan Sylvain pour parler de la première partie de ces points forts des JESFC 2018. Johan, bonjour. Nous allons aborder la première partie de ces points forts vous concernant la maladie coronaire. Que faut-il retenir cette année? Bonjour Diane. Donc effectivement, en maladie coronaire, on a eu un congrès riche, comme d'habitude. Deux guidelines internationales sorties à l'ESC. Donc une première sur la prise en charge de l'infarctus à la phase aiguë, qui remet au goût du jour. Il y a eu de nombreuses études. Donc il y a eu la radiale, les médicaments, la prise en charge globale, le choc cardiogénique avec l'étude Culprit Shock qui montre qu'il ne faut pas revasculariser tout. Donc voilà, une remise à jour complète des guidelines qui sont importantes à lire. Du point de vue coronarien stable, il y a eu les guidelines sur la prise en charge de la bi-antiagrégation plaquettaire au long cours, avec toutes les questions de durée de traitement, avec les durées longues qu'on peut garder chez certains patients, les durées courtes quand on a des risques hémorragiques. Donc des guidelines très bien faites également avec des auteurs français. Et qui intègre le ticagrelor 60 dans le traitement longue durée pour la prévention du risque chez le coronarien stable, et qui vont très bien également avec l'étude COMPASS qui est sortie cette année et qui introduit le concept de rajouter un anticoagulant faible dose, le rivaroxaban 12,5 mg x 2 en plus de l'aspirine pour prévenir les événements ischémiques chez ces patients coronariens stables. Donc, au point de vue coronaire, c'est assez riche. Au point de vue structurel, cardiologie interventionnelle, on a également de très nombreuses sessions sur les valves. Le TAVI aortique, clairement, sont arrivés à maturité. Le risque diminue, les valves sont nombreuses et les résultats sont meilleurs chaque année. Ce qu'on voit surtout dans les sessions, c'est l'avènement des nouvelles techniques de remplacement ou de réparation de la valve mitrale et tricuspide également. Mais la mitrale, probablement le deuxième pan de la cardiologie structurelle. Donc ça, c'est vraiment un avancement. Et je pense qu'à retenir cette année, c'est également 3 études, dont une française, toutes 3 publiées dans le New England Journal of Medicine, sur la fermeture des PFO pour la prévention des AVC cryptogéniques, qui valide avec les 3 études précédentes une très belle méta-analyse présentée par Jean-Louis Mas sur la validité de ce concept. Fermer un PFO chez un patient avec un AVC cryptogénique, à partir du moment où il est associé à un anévrisme ou un large shunt, marche, c'est très efficace, 60% de réduction du risque d'AVC au long cours. Il y a tout de même quelques risques de la procédure, mais une fois que c'est bien expliqué, il y a un vrai bénéfice pour les patients. Voilà. Bon, merci, et vous, Diane, sur l'insuffisance cardiaque, qu'avez-vous retenu? Alors l'insuffisance cardiaque, même si nous sommes maintenant à 2 ans des dernières guidelines, c'est vrai qu'il y a eu énormément de choses. La première, c'est l'identification de nombreuses possibilités d'amélioration, de nombreux points d'achoppement dans le cadre du parcours de soins de l'insuffisance cardiaque, avec l'étude RESICA, qui a montré que aussi bien en termes d'accès aux structures que de suivi ensuite après la sortie d'hospitalisation, on pouvait faire beaucoup mieux pour réduire les réhospitalisations et probablement la mortalité. Une des réponses que l'assurance maladie espère pouvoir apporter, c'est la mise en place de la télémédecine, avec dans le cadre du projet ETAPE, maintenant un projet extrêmement structuré, financé, avec des actes remboursés pour les surveillants, les télésurveillants et pour les prestataires industriels, que l'on peut choisir d'ailleurs, qui sont plusieurs. Et donc on espère de grands espoirs placés dans cette télémédecine, avec en plus un accès très simple, quelques formulaires simplement à renvoyer, donc qui ne devraient pas freiner la participation de nos collègues, même en ville. Ensuite, en ce qui concerne l'insuffisance cardiaque plus aiguë, une étude japonaise qui a montré pour la première fois l'importance de la notion de time to diuretics, c'est-à-dire qu'il faut mettre des diurétiques dans l'insuffisance cardiaque aiguë, ça c'est pas une révolution, mais que le délai avant l'injection, la première injection de diurétique, pouvait vraiment avoir un impact sur le pronostic de ces patients pour lesquels le contrôle de la congestion est le point principal. Et enfin, je terminerai avec l'insuffisance cardiaque encore plus avancée, qui nécessite la greffe cardiaque pour nos patients sur liste, avec l'arrivée au 1er janvier 2018, donc depuis un peu plus de 15 jours maintenant, d'un nouveau score d'allocation des greffons, le score cœur, qui devrait permettre une plus grande équité pour les patients sur liste, mais également une amélioration des résultats avec un meilleur matching entre le receveur et le donneur. Atul Pathak, à vous de nous parler maintenant des facteurs de risque cardiovasculaire en 2018. C'est quoi de neuf? Alors effectivement, encore une fois, ça a été un congrès passionnant sur cette thématique. J'ai envie de partager avec vous 3 points clés.
Tout d'abord autour du HDL cholestérol. Je crois que ce que l'on a appris durant ces derniers jours, c'est que finalement ce HDL cholestérol, c'est un très mauvais facteur de risque cardiovasculaire. 2 études, une canadienne et une danoise, qui montrent même que les taux très bas de HDL cholestérol, voire très élevés, sont associés à une augmentation du risque de mortalité, le fameux concept de la courbe en J. Et donc finalement, les interventions qui ont été proposées avec les fameux inhibiteurs de la CETP ont en général été associées à des études neutres, même négatives, à l'exception d'une qui a été présentée à l'ESC il y a quelques mois, qui a évalué l'anacetrapib et qui montre chez des sujets à haut risque cardiovasculaire qu'en sus du traitement par statine, ces médicaments réduisaient le risque de survenue d'un événement de 9%. Mais lorsqu'on analyse dans le détail les données de lipidologie, finalement ce bénéfice ne passerait pas par l'effet sur le HDL, mais par le LDL. Donc le deuxième acteur, qui reste maintenant l'acteur principal, c'est finalement ce LDL cholestérol. LDL cholestérol qui nécessite d'être traité agressivement. Et dernièrement, la publication des résultats de l'essai Fourier, qui a évalué l'intérêt de l'évolucumab, un anticorps monoclonal qui inhibe la voie de PCSK9 chez des sujets à haut risque cardiovasculaire, des coronariens ou des gens qui avaient fait un accident vasculaire cérébral et qui avaient un facteur de risque supplémentaire. Et bien ce médicament réduit le critère de jugement principal, qui était un critère de morbimortalité cardiovasculaire. Et ceci ouvre en fait le champ de la prise en charge du risque cardiovasculaire par une baisse agressive du LDL. Dans les éléments qui vont finalement influencer le pronostic des patients, c'est aussi le taux à l'entrée de l'étude de ce LDL. Plus le LDL est élevé, plus le bénéfice est important. Plus la baisse est importante, plus le bénéfice est important. Et puis peut-être un nouvel acteur dans cette appréciation, la durée d'exposition. Plus on expose longtemps les patients à des médicaments qui baissent le LDL, plus ils en retirent un bénéfice. Et enfin, pour terminer, le troisième point, vous le savez, cette année, il y avait un parcours qui était le parcours cœur, vaisseau, métabolisme, une sorte de fil rouge. Et donc, j'ai envie de partager avec vous les données autour des médicaments du diabète. Et là aussi, 2 grandes révolutions. L'avènement d'une nouvelle classe, la classe des inhibiteurs de la SGLT2, une sorte de diurétiques qui vont favoriser la glycosurie, mais surtout qui ont été évalués dans des essais de morbimortalité cardiovasculaire, 2 d'entre eux, l'empagliflozine et la canagliflozine, et chacun d'eux a pu démontrer une réduction des critères durs. C'est la première fois qu'en diabétologie, face à un placebo, un médicament modifie la donne et réduit les événements macro- et microvasculaires. Et l'autre versant, c'est la classe des médicaments qui agissent sur la voie du GLP1 ou sur la voie de l'enzyme DPP4. Et là aussi, un analogue du GLP1 tire vraiment son épingle du jeu, le liraglutide dans l'essai LEADER, qui montre encore une fois que chez les diabétiques coronariens, ce médicament réduit non seulement la morbidité, mais aussi la mortalité cardiovasculaire et la mortalité totale. Donc les messages forts, HDL out, LDL in et le diabète en avant. Merci beaucoup à tous les deux. Donc, nous voyons que cette année a encore été riche de nouvelles informations et nous espérons faire encore mieux l'année prochaine. À bientôt.